Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis que l'on peut écouter sur gilesparent.com, sur Spotify, Google Podcast, Balado de Apple et le canal YouTube sous Parents et amis. Également, on vous invite à télécharger l'application Parents et amis que l'on retrouve sur le Apple Store sans aucun frais. Mon invité est un des grands chroniqueurs de la grande région de Québec. Il n'en reste pas 800 non plus de la région de Québec. Je n'enlève aucun mérite à M. Bourque. Il travaille au quotidien Le Soleil. Il fait également partie des collaborateurs réguliers depuis plusieurs années. Ça ne nous rajeunit pas. Bonjour François Bourque, comment ça va? Salut Gilles. Ça va bien? Ah oui, ça va bien. Hein? Écoute... je suis content d'apprendre que je suis parmi les grands. Les grands? Il n'y en a pas d'autres. Il y en a des chroniqueurs de Québec. On fait des blagues, là, parce qu'on... Pour la radio, on dit la même chose. Pour les médias, on dit la même chose. Mais des gens de Québec qui sont dans les journaux. Il n'y en a pas beaucoup d'autres chroniqueurs. On est quelques-uns. Une au Journal de Québec, une à Radio-Canada. Puis autrement, ça prend d'autres formes. L'opinion prend d'autres formes, mais ça ne s'appelle pas nécessairement... c'est pas nécessairement le métier de chroniqueur. Là. C'est ça. C'est sur les réseaux sociaux, sur d'autres plateformes qu'il y a de l'opinion qui circule. Il y en a à la radio aussi, bien sûr. Est-ce qu'on te demande des fois, question de curiosité, de parler plus du quotidien Le Soleil que du journal Le Soleil? Parce qu'avant, on disait le journal, mais finalement, il est là le samedi. Là. Il y a moins de journaux là, comme tel. Ouais, moi, non, c'est pas vraiment arrivé. Moi, dans ma tête, moi, ça reste encore. Je travaille au Journal Le Soleil. Moi, dans ma tête, c'est encore ça. Mais je suis un vieux de la vieille, comme tu l'as délicatement rappelé tout à l'heure. Non, mais moi, je fais des podcasts, puis j'ai l'impression de faire de la radio. Je suis devant un micro, puis je parle. C'est ça que j'ai fait pendant 40 ans. Enfin, je continue à faire pas mal la même affaire. On va commencer par le maire Marchand, parce qu'on va se le dire, après un an à la tête de la Ville de Québec, on se disait tous, est-ce qu'il va être capable de chausser les chaussures de M. Labaume? Est-ce qu'il va être à la hauteur? Et je te dirais que dans mon entourage, je pars juste avec ça, puis je te laisse aller après. Il y a plusieurs personnes qui étaient très sceptiques. Puis je sais pas pourquoi. Sincèrement, je leur disais, moi, je le vois pas tant que ça, Marchand. Je l'entends pas. Je vois pas tant de choses qui peuvent être négatives. Je dis, Marchand, mais il est pas mieux que les autres, c'est ça. Puis quand j'ai vu près de 70% d'appui, moi, j'étais pas si surpris, mais mes amis étaient très surpris. Ils disaient, ouais. Fait que comment tu as réagi, toi? Non, pas de surpris, moi non plus. Non? Non, effectivement, tu as raison de dire qu'il a chaussé les chaussures des grosses chaussures du maire Labaume. Fait qu'il a réussi. Ces chaussures sont juste pas de la même couleur qu'avant. mais il y a plusieurs couleurs. Ouais, Notre coloré. Non, mais blague à part, je pense qu'il a comprends. réussi. On sait, M. Labaume est omniprésent. Il occupe tout l'espace public. Objectivement, on a peut-être un peu moins parlé du maire de Québec dans la dernière année que ce qu'on faisait avant, parce qu'il est moins polarisant. M. Marchand est moins polarisant, il est moins provocateur. Donc, il y a peut-être moins eu de débat entre amis ou autour de la table, ou alors, après 14 ans, on était tanné de parler de la mairie de Québec. Donc, peut-être on en a un peu moins parlé, mais en termes d'espace public, moi, je pense qu'il a été là, il a fait honneur à la Ville de Québec. On l'a retrouvé dans les médias à Montréal, un peu partout. Donc, il a réussi à faire sa place, à donner sa couleur propre à l'Hôtel de Ville, à changer le ton à l'Hôtel de Ville. Donc, au niveau de l'image, moi, je trouve que sa première année, elle est très réussie. Moi, je l'ai vu très participatif aussi. Beaucoup d'activités communautaires, d'activités sportives, tout ça. Il était là, va faire un tour, puis j'ai entendu souvent des gens dire « Mais le maire est resté jusqu'à la fin. » Je sais pas si ça faisait référence à M. Labaume qui faisait une saucette et qui s'en allait. Je veux pas... Je l'ai entendu aussi. Ça m'est venu, moi, de gens, même des employés de la ville, syndicats de la ville, s'étonnaient. D'habitude, le maire va à des rencontres d'employés, vient saluer. Salut tout le monde. Ah ouais, il est resté jusqu'à la fin. Ils sont surpris. Je sais pas s'il commence à préparer les négociations, puis il a décidé de donner une impression positive, mais... C'est vrai, je pense que dans le changement de ton à l'Hôtel de Ville, il y a aussi le changement d'énergie. Tu sais, la fin de l'année Labaume, veut pas. Pas la même génération de politiciens, puis il y a peut-être l'usure du temps aussi. Peut-être un mandat de trop, puis je ne sais pas s'il l'admettrait le maire. Il n'y avait peut-être pas le même enthousiasme apparent. Ça se peut aussi, hein? Ça se peut. Puis tu sais, quand il est parti, c'était la pandémie, puis tout ça. Peut-être qu'il y avait peut-être moins l'enthousiasme puis l'énergie du départ, alors qu'arrive un nouveau maire qui lui, insuffle cette c'est drôle parce que à la ville. Quand on voit en fait le résultat du sondage, la satisfaction du public, qui est autour dans les mêmes eaux que M. Labaume, moi je trouve que quand même, M. Labaume, c'était plus un one-man show, c'était plus la personnalité de M. Labaume, puis tout le monde voulait avoir sa cote, tout le monde voulait avoir son petit moment où pas qu'il pogne les nerfs, mais il lève le ton, il dit le mot de trop. J'ai pas pensé, même s'il y a eu quelques accros avec le maire Marchand, que le style était le même. Il a l'air plus d'un gars collégial. Il a l'air, je ne sais pas si je le saisis bien, parce que, comme je te dis,
je vois pas sa présence aussi dominante dans l'actualité que Labaume l'était. Ouais, est-ce que c'est notre regard qui n'est pas le même? Peut-être. Nos attentes, est-ce qu'elles sont les mêmes? Je sais pas. Moi, ce que je vois passer, c'est qu'il convoque, peut-être pas aussi souvent que M. Labaume, mais à certains moments, presque. Peut-être un petit peu moins, plus tôt cet automne, pendant la campagne électorale, où là, il a laissé un peu d'espace à la campagne provinciale. Mais autrement, il convoque quand même régulièrement. Il convoque avec des membres de son équipe. Moi, ce que je vois beaucoup au conseil municipal, c'est presque systématique. Quand une question est dirigée vers lui, il la redirige vers un de ses collègues. Au responsable? C'est lui ou c'est elle qui va répondre. Ah, mais ça doit être apprécié des collègues, là. Oui, parce que souvent, c'est ces collègues-là qui maîtrisent le mieux les dossiers. Donc, oui, il y a un peu cette idée de collégialité. Moi, on m'avait mis en garde un peu au moment de son arrivée. Ah oui? Qui ont l'entourage? Des gens qui avaient travaillé avec lui. Des gens. Des gens qui ont aimé ou pas aimé travailler avec lui. Parce que, tu sais, c'est un gars qui essaie... Même s'il ne bouscule pas comme M. Labaume l'avait fait à son arrivée, c'est quelqu'un qui cherche à changer des choses, des pratiques et tout ça. Et c'est toujours dérangeant pour les gens de son entourage. Donc, il y a des gens comme ça qui, dans ses anciennes vies, avaient souffert. C'est un one-man show, faites attention. Finalement, c'est pas ce que j'ai perçu. Non, moi non plus. La première année. En tout cas, certainement pas dans le discours. Mais objectivement, est-ce qu'on voit si souvent que ça dans les médias, les collègues parler des dossiers? Moi, je pense pas. Non. Je pense pas qu'on voit les collègues beaucoup plus souvent. C'est pas parce qu'ils essayent pas, mais à un moment donné, c'est pour ça que je dis c'est le regard des médias aussi. Tu veux parler au cheval. Tu veux parler à celui qui est le plus éloquent, qui est le plus si visible. Tu sens que l'autre parler au numéro 1. C'est ça, parce que si la fille ou le gars qui sont en fonction pour un thème particulier te disent, ben moi, je peux pas... Mais je pense que c'est vers ça qu'on s'en va, mais si c'est un peu trop vague, finalement, t'as pas ta réponse. Fait que, tu sais, c'est pas anormal que les médias veuillent... puis normalement, le maire, contrairement au premier ministre, il est plus facilement rejoignable à tous les jours, là. Oui, il est disponible. Il est là. Il fait beaucoup de points de presse, puis c'est souvent là que ça se passe. Je pense que là-dessus, M. Marchand est un petit peu plus réservé que pouvait l'être M. Labaume. M. Labaume, tu peux y amener n'importe quel sujet hors d'ordre. Hors d'ordre, puis il répondait. Il mordait la dent. M. Marchand, là-dessus, est plus prudent, plus réservé. Il va dire plus souvent... je sais pas, on va attendre, je veux avoir des faits avant de se prononcer. Tu penses pas au troisième lien, là, des fois? Je pense à toutes sortes de choses, mais c'est vrai, il est plus là-dessus, il est un petit peu plus sage, je dirais, dans sa façon de répondre à des questions. Parce que c'est pas, moi je le vois pas comme une faiblesse de dire, écoute, on va attendre les faits, on sait même pas c'est quoi les faits, les études sont pas faites. Fait que, parce que sinon, c'est de parler juste pour remplir du temps. Puis arriver probablement à une décision qui va être différente. Ben moi j'aime beaucoup cette approche-là. La réflexion, hein? C'est pas fou. C'est pas fou réfléchir. D'avoir des faits, mais ensuite là tu peux réfléchir une fois que tu as entendu les argumentaires de tout le monde. Moi j'aime ça. Cette approche-là, j'essaie de la pratiquer moi-même. De toute évidence. Il va finir la phrase. Est-ce que ça existe un style Marchand en Ville de Québec depuis un an où il n'a pas vraiment imprimé sa façon de faire? Parce qu'on disait le style Labaume, c'est une évidence. L'exubérance, tu sais, Ben, je pense que moi, tout ce que j'entends de l'intérieur de la machine, c'est qu'il est très à l'écoute. Maintenant, c'est peut-être un peu normal aussi. Quelqu'un qui arrive, connaît pas la chose municipale. Il n'est pas majoritaire en partant. Il n'est pas majoritaire, donc tu es obligé d'écouter un peu plus l'opposition. Et tu connais pas les dossiers, tu es obligé d'écouter un petit peu plus la machine, les fonctionnaires. Et ça, il l'a bien fait, là. Et puis, même chose avec les syndicats. À part là, avec les syndicats des policiers, où ça a été plus tendu, pour les autres, à date, ça se passe bien, mais le vrai test va venir avec des négociations. Là. C'est sûr. Mais c'est ça, donc il s'est mis à l'écoute. Je pense qu'il est respectueux du point de vue des autres. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que ça met la machine, les fonctionnaires dans la machine, plus en confiance. Et peut-être que c'est pas évident encore à mesurer, mais ça peut inciter à être plus audacieux parfois, à sortir de la boîte, pour reprendre l'expression en anglais. Puis c'est ça, à oser des choses, parce qu'il leur laisse le droit à l'erreur, ou ils sentent qu'ils ont le droit à l'erreur, et ils le répètent souvent. Ça a été bon pour lui aussi. Si on répète la même erreur souvent, là, peut-être qu'il y a des questions qui vont se poser, mais en tout cas, tout ça est peut-être un petit peu différent. Il faut se rappeler que M. Labaume, quand il est entré en scène, dans sa campagne, il avait dit les finances de la ville, ça va tout croche, puis là je caricature, mais on va casser les syndicats, puis mettre la hache dans la convention collective, ce qu'il a fait. Ça partirait, ça d'accord? Et puis donc, il a antagonisé un petit peu la fonction publique dès son arrivée, puis je pense qu'il en est resté des traces jusqu'à
la toute fin de ça. Alors que M. Marchand entre en scène au moment où les finances de la ville sont en ordre. Hein? M. Labaume, parmi ses réussites, il y a celle-là d'avoir laissé une ville en bonne santé financière. M. Marchand, d'entrée de jeu, l'a reconnu. Il le reconnaît, puis il en profite. C'est comme la CAQ qui a profité de ce que les libéraux ont fait, parfois maladroitement ou parfois avec excès, là, mais au final, tu avais un État du Québec qui est en bonne santé financière. Et puis la pandémie qui a donné de l'argent. Ben oui, tu sais, l'argent qu'ils vont redonner, là, c'est annoncé à la fin décembre. Les chèques, non, les deux, au provincial, il y a les chèques qui s'en viennent. Fait que dans le fond, on profite de ça. Ben, on profite. Écoute, je ferai une aparté sur ce qui se passe aux États-Unis. Les Américains qui n'aiment pas Biden disent surtout, regarde ça, comment ça coûte cher l'épicerie, tout ça. Ils mêlent complètement toutes les données. C'est Biden qui fixe les prix. Tout comme c'était la faute de Trump que ça aille bien pendant qu'il était là. Non, mais en même temps, quand tu suis pas ça au pied de la lettre, c'est ça. Puis il y a tellement de démagogie, t'en profites quand ça va bien, fausses qui circulent partout. Complètement. Alors, ceci explique cela. Ouais. Je lisais, M. Bourque. Je lisais, non, je vous lis quand je vous lis, monsieur, oui, absolument. Je lisais que la belle harmonie, entre autres, avec l'opposition, avec les gens autour de lui en politique, M. Marchand, ça s'étiolait un petit peu sans dire que le parti est fini. Il y avait, M. Marchand est un peu moins tolérant dans ses échanges. Est-ce que c'est toi qui as écrit ça, mais ça vient pas de toi, là? J'ai écrit ça? Oui, j'ai écrit ça. Mais je pense que c'est pardon. T'as pas dit que c'est un virage à 180, t'as juste dit non, y a pas tranquillement. Pardon. Il n'y a pas de rapport avec ce qu'on avait vu avant. Il va peut-être falloir faire un arrêt. On n'arrête jamais, nous autres. Moi, je vais te chercher un verre d'eau. On continue alors, ça revient. OK. Oui, on sent qu'il y a des petits signes d'impatience, d'irritabilité chez M. Marchand dans sa façon de répondre aux conseils, notamment. Un petit peu moins tolérant. Mais je vais ajouter quand même 2 ou 3 éléments de contexte à ça. D'abord, c'est vrai que ça s'est bien passé avec l'opposition au début. Je ferai quelques nuances parce que les anciens d'équipe Labaume qui sont dans le parti d'opposition, j'ai en tête quelques conseillères notamment. Moi, j'ai toujours senti que celle-là était plus réticente. Plus réticente, plus mordante envers Labaume, alors que le chef, Claude Villeneuve, chef du principal parti d'opposition, lui a toujours été très... Je le trouve modéré, très cordial, modéré, très réfléchi dans ses interventions. Donc, mais il y avait déjà des nuances quand même. C'est sûr que M. Marchand arrive, il est très minoritaire. Puis là, il y a eu quelques conversions qui se sont opérées en cours de route parce que le programme qu'il défend était aussi celui de M. Labaume à plusieurs égards. Donc, il y a eu des transfuges, de sorte que plus le temps passe, moins il a besoin de l'opposition pour fonctionner ou pour faire fonctionner la ville. Donc, ça aussi, c'est un élément de contexte. C'est majeur. Non, c'est majeur ce que tu soulignes là. Oui, et il y en a moins besoin. Alors, il dit, je continue à faire de la politique autrement, parfait, mais on sent là, qu'il y a peut-être moins besoin de l'appui de l'opposition qu'avant. Je dirais qu'il y a un petit moment aussi là, qui est survenu lorsque... Après le transfert d'un des élus, M. Marchand l'a nommé à l'exécutif. Et là, comme le cadre limite le nombre de représentants à l'exécutif, il a dû exclure quelqu'un d'autre de l'exécutif, quelqu'un qui était de l'équipe d'opposition. C'était adjoint à l'exécutif. Et ça, je pense que ça a fouetté, puis ça a beaucoup joué dans le niveau des relations. Je pense qu'on a vu le ton qui a changé. Puis l'autre chose aussi, l'autre élément de contexte important, c'est, l'opposition, c'est bien beau de dire je fais pas de l'opposition systématique, puis ils font mon programme, donc j'appuie, mais à un moment donné, l'opposition, il faut qu'elle réussisse à se démarquer aussi. Il faut qu'elle réussisse à relever des choses. À faire sa place aussi, puis à se démarquer, à proposer autre chose. On l'a vu, un des thèmes que M. Villeneuve de Québec d'abord a voulu proposer, c'est de dire, moi, je vais me distinguer de Marchand en étant plus mordant envers le gouvernement. On sait à quelle école il est allé. Là, et là, effectivement, c'est une des choses qu'on a vu évoluer dans le discours de M. Marchand dans l'année. Au début, il était smooth avec le gouvernement. Il y a eu des périodes le printemps dernier où il est devenu plus mordant. Puis ça coïncidait avec le discours de l'opposition qui dit, moi, je voudrais que le maire soit plus mordant. Non, c'est une bonne analyse. Comme s'il avait voulu leur couper l'herbe sous le pied en disant, moi aussi, je suis capable d'être mordant vers le gouvernement. Puis là, je pense que quelqu'un a dû y dire au maire, ou il s'en est aperçu que il y a une limite à mordre la main qui te nourrit. Si tu veux... Tu as besoin du gouvernement pour faire fonctionner des projets, les faire avancer. Il y a peut-être intérêt à faire attention parce que la CAQ, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'elle a la mémoire longue. En tout cas, il y a des gens à la CAQ qui ont la mémoire longue. Okay. Et si le maire
est trop dur envers le gouvernement de la CAQ. Tôt ou tard, il va en payer le prix. En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens qui connaissent la politique pressentent. Alors, il est redevenu plus smooth. Par contre, il n'y a pas l'héritage que la Baume avait avec Charest. Tu sais, quand la CAQ est arrivée, la Baume était le meilleur body de Charest parce qu'il a fait le centre Vidéotron, tout ça. Fait qu'il était probablement moins réceptif au départ, alors que M. Marchand n'avait pas tant d'alliances provinciales que ça, je pense. Non, il n'y a pas tant d'alliances. Je pense qu'il est plus il est très clairement il vient de la gauche. Oui. Puis il vient d'une mouvance qui est très nationaliste aussi, je crois. Là-dessus, il ressemble un peu à M. Labaume. M. Labaume était peut-être plus complexe un peu. M. Labaume, il venait à la fois de la gauche et du milieu des affaires. Tu sais, il a réussi à occuper tout cet espace-là. Monsieur Marchand n'avait pas ce passé du côté des affaires, là, plus œuvré dans le les organismes, mais en même temps, il était dans le financement corporatif à Centraide, donc il connaît aussi l'univers des affaires et de l'institutionnel. Mais comme on parlait de M. Marchand, peut-être juste dire quelques mots sur quelques crises qui auraient à mon avis, bien personnel d'observateur, au moins une ou deux auraient pu être évitées. Là. Je trouvais que ça faisait juste de l'orgueil là, dans l'histoire de la rue Maguire, je pense, entre autres. J'ai pas trouvé que ça a été bien géré. C'est une affaire qui aurait pu se régler facilement. Là. Si tu trouves que tu as mal réagi, tu le dis tout de suite. Ce qu'on pouvait donner comme qualité à M. Labaume, il s'est trompé souvent, puis il disait, écoutez, je l'ai échappé. Excusez-moi, j'ai complètement échappé hier. Fait que, tu sais, à la rigueur, certains disaient, ben là, arrête de te tromper, puis fais pas d'erreur, puis c'est ça. Ouais, mais ceux qui admettent pas les erreurs, on n'aime pas non plus. Ouais, dans ce débat-là, cette petite crise-là, qui est. Moi, je pense que tout le monde avait raison un peu dans cette crise-là. Sur le fond, quand le maire dit à Québec, les commerces doivent offrir un service en français, je pense que tout le monde va être d'accord avec lui. Oui. Puis les autres, de l'autre côté, disent donne une chance. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Le commerçant n'a pas réussi à trouver encore ce qu'il avait fait tous les efforts. C'est sûr que si le maire avait dit à Québec, ça doit se passer en français, parce qu'on ne peut pas ouvrir la porte à ça. On ne veut pas devenir comme Montréal. Mais voici un cas où il ne réussit pas, on va essayer de l'aider à tout faire pour l'aider à se conformer. Donner un petit peu de temps, peut-être un peu, puis je pense que s'il y a une bonne volonté, on va y arriver. On va l'aider à essayer de trouver de la main-d'œuvre et tout ça. Je pense que s'il avait dit les choses comme ça, il n'y aurait pas eu cette crise. Puis il a fini par le dire, ou à peu près, mais c'est sûr, on ne l'a pas entendu dire « je m'excuse ». Mais ça, c'est un peu... Excuse-moi, ça, c'est le dada des médias aussi, là, qui veulent absolument... Vous l'avez pas dit. Ça devient un peu ridicule. Je suis assez d'accord. C'était pas un Watergate, là, tu sais. Écoute, on s'entend que dans son propos, il n'y avait rien qui était raciste, il n'y avait rien qui était qui était replié sur soi-même pour la Ville de Québec. Au contraire, je pense que c'est un maire qui montre beaucoup d'ouverture à la différence et tout ça. Donc, le problème n'était pas sur le fond. Il aurait pu le dire autrement. Ce qu'il fallait dire, le mot « je m'excuse ». En tout cas, on a compris qu'il va être plus sensible à ça, plus attentif. Tu sais, ce qu'on entend de l'opposition aussi, c'est que le maire, c'est ça, peut-être il est moins tolérant à la critique qu'on l'avait pu le penser. Mais en tout cas, on a parlé de tout ce contexte-là tout à l'heure. Mais moi, la réflexion qui me vient, c'est est-ce qu'on connaît un politicien qui aime la critique? Pas bien. Moi, je posais la question, justement, avec Claude Villeneuve, en préparant le texte que j'ai pu faire paraître il y a quelques jours là-dessus. Puis je posais la question parce que tu lui reproches de ne pas être tolérant à la critique. On en connaît-tu? Lui, il vient de la famille péquiste, là, Villeneuve. Puis il dit, moi, j'ai connu Bernard Landry, qui était comme ça. Je ne suis pas capable, moi, personnellement, de me prononcer là-dessus. Il dit, Landry, si on le critiquait, il voyait ça comme un défi. Donc, il était tolérant à la critique. En tout cas, c'est l'exemple qu'il m'a donné. Il y en a probablement d'autres, mais je pense que la majorité des gens, qu'ils soient politiciens ou pas, mais on préfère se faire complimenter que se faire des reproches et des critiques. Et on pourrait enlever l'étiquette politique puis dire pouvoir. Les gens qui sont en pouvoir, position de pouvoir, se faire critiquer ouvertement ou publiquement, c'est jamais très agréable. Je pense que ça fait un peu partie de la joute politique. Hein. De la vie politique, on n'a pas bien le choix. On va parler un peu du tramway. De toute façon, on l'avait dit, on l'a dit ensemble, on n'est pas seul à l'avoir dit. Tramway, le troisième lien. On a pour des années, ça c'est clair. L'appui, on dit c'est stable à plus ou moins 2 points, 42% clairement pour le tramway, puis après ça, il faut décortiquer ceux qui ça clairement compte, puis ceux qui sont indécis. Fait que finalement, on a un genre de... On dit-tu moitié-moitié, on peut-tu dire ça? Je pense un petit peu en bas de la moitié. Si on veut être honnête avec les chiffres, là, on n'est pas... 46, on n'est pas moitié-moitié. On est peut-être même... On est peut-être plus à 42, 43, puis 50 un peu plus. En tout cas, ça se promène autour de ça. Là. On est dans les marges d'erreur des sondages là, quand on dit ça, mais c'est ça. C'est quelque part en 40-45%, je dirais, l'appui au tramway. As-tu fait...
Moi, je l'avais fait quand j'étais à la radio, donc ça fait au moins 5 ans de ça, quand j'étais au FM 91. J'avais fait la recherche sur les projets, puis surtout l'acceptabilité sociale quand les projets de tramway étaient annoncés. Puis je te dis que c'était pas hier mieux, là. Mais il y a des moments... Je suis pas en train de dire que c'est partout pareil, mais je me disais, il y avait comme 3 étapes. La première, c'est beaucoup de scepticisme, beaucoup de râlements, parce que de râleurs parce que ça dérange, puis on n'a pas fini d'être dérangé à Québec, là. On est en pré-travaux, puis depuis un an, on le voit, là, comment c'est compliqué, puis pour les 3-4 prochaines années, ça sera pas mieux. Après ça, 4 à 5 ans après la mise en place, les mains se lèvent, les drapeaux se lèvent en disant « Ouais, là, on voudrait en avoir un dans notre coin. » Fait que c'est pas partout pareil, mais il y a eu beaucoup de cette courbe-là. Est-ce que ça va être pareil à Québec? Je ne sais pas. Je sais pas, mais tu as parfaitement raison de le présenter comme ça. Là, Moi, je me souviens pas d'avoir lu qu'une ville regrettait d'avoir implanté un tramway ou un métro ou un mode de transport collectif plus lourd. Moi, honnêtement, je me souviens pas d'avoir lu ça. Ça ne veut pas dire que ça a été parfait partout. Non. À Ottawa, il y a toutes sortes de ratés au démarrage. Mais sur le principe de l'instaurer, là, moi non plus. Mais des critiques, oui. Une ville qui, après, une fois passé l'étape du chantier, évidemment, pendant le chantier, ça dérange. Puis une étape de mise en service je pense, qui est assez délicate. Là. On justement, le voit, là. juste avec des autobus. Quand on a implanté à Québec des autobus à plancher plat ou des minibus écologiques, wow, il y a une période là, où on a l'impression que la quincaillerie suit pas les babines, là, puis qu'on n'est pas... donc, il y a une période d'ajustement. Mais ça passé, après ça, les gens, habituellement, se mettent à demander une autre ligne, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'à temps que t'atteignes. C'est pas toujours le mode qui convient à tous les quartiers et à tous les secteurs d'une ville. Je vois qu'un exemple qu'on donne souvent à Québec, c'est celui de Bordeaux, qui a beaucoup inspiré le. Il y en a pas mal d'autres, des tramways ailleurs. Là. Il y en a beaucoup ailleurs, mais Bordeaux était un exemple. Comme c'est une ville jumelle, le Québec, on bonne en relation, entend parler davantage. C'est ça. Tu commences par une ligne, puis une autre, puis tu fais ça un peu en étoile, les lignes convergent vers le centre-ville. Puis après ça, tu t'aperçois que ton besoin de déplacement collectif, c'est dans les couronnes. Après ça, entre les couronnes, sans nécessairement être obligé de passer par le centre-ville. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le tramway a ses limites. Rendu là, tu te dis, OK, on n'a plus le volume, on n'a plus le débit, compte tenu des coûts. C'est pas ça qui est le mode de transport. Donc, ça convient pas à tous les axes. Mais à Québec, on pourrait en imaginer quelques-uns. Des axes où un tramway pourrait facilement atteindre le volume qui rendrait ça intéressant. Je parle de la Rive-Sud. Même si c'est pas dans les plans en ce moment, ça l'avait déjà été, Rive-Sud, entre le centre-ville, le Bourgneuf, en allant vers Expo, en passant par Expo-Cité vers le nord, vers Charlebourg, certainement. Là, on va aller à Beauport. On pourrait imaginer vers la couronne nord qui a une ligne aussi éventuellement. Je veux te soumettre quelque chose récemment, dans les derniers jours. J'arrive d'Amsterdam, ça se glisse bien dans une conversation. Et Amsterdam, c'est une ville de 700 000 personnes. Il y a un métro, il y a un tramway. Pas en train de te dire qu'il faut faire ça à Québec. Mais ils ont les deux. Il y a un système... de toute façon, vous savez comment ils ont été novateurs depuis les années 70. Écoute, ça n'a aucun sens, les vélos. Il faut le voir pour le croire. Tout le monde a entendu parler des vélos. Mais quand tu arrives là, tu vois un stationnement comme l'ancien Place Charest, 4 étages de haut, rempli de vélos. Ça, c'en est un parmi 15 dans la ville. Tu te dis, voyons donc, ailleurs. Puis, bon... Alors, eux autres, transports en commun, puis leur plan, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis informé parce que je trouvais ça intéressant en marge de ce qui s'en vient chez nous. Leur plan de mobilité durable, puis d'installation, puis même de télétravail, date de 2009. Pas 2019, 2009. Précurseur. Quand tu dis précurseur, prennent des chances, se disent on doit faire des changements. Puis le tramway, je l'ai pris. 2 choses que j'ai notées en parlant avec la dame qui était là, qui avait un bon français, parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui parlent le français aussi. Il y a des Français de France, mais il y a des gens qui parlent le français, c'est la seconde langue pour plusieurs. Il y en a que c'est l'allemand, il y en a que c'est l'italien, dans certains cas. Mais la dame me disait, on a amélioré de façon systématique le tramway quand on a accepté toutes les cartes de crédit. Tu rentres, t'es tellement populaire. Désolé, je pensais que je m'étais mis en mode... non, mais que c'est ça, je vais me mettre en mode avion. En mode avion? Non, il n'y a pas aucun problème. Écoute, un jour, ce sera peut-être un chien qui jappe. On ne sait jamais. Tout peut arriver. Donc, elle m'a dit, quand on parlait du tramway et des autobus, parce qu'évidemment, il y a des autobus, mais je veux juste dire, c'est une ville de 700 000, on est une ville d'à peu près 700 000. C'est sûr que l'environnement autour, parce que c'est très dense, là, l'Europe, l'environnement autour, tu montes à 1,5 million assez rapidement. Là. Mais le tramway ne se rend pas là. C'est vraiment plus pour la ville. Mais la femme a dit, quand on a accepté tous les paiements de toutes les façons avec des bornes, ça a changé dans l'autobus et là.
Parce que quand tu prends une décision de dernière minute, tu vas entrer, t'as pas ton billet, t'as pas ta carte mensuelle, tout le monde dit fuck it, excuse-moi, là, je l'ai dit comme ça, mais c'est ça pareil, tu le prends pas. Mais tu sors dehors avec ta blonde d'un restaurant, il mouille, tu vois un autobus, tu dis on embarque dedans. Fini, terminé, mais tu payes ta carte, puis c'est fini, ça coûte 3 piastres, 2 piastres, peu importe. J'ai trouvé ça intéressant, j'espère qu'ils vont le faire, parce qu'à Québec, on n'est même pas là encore. On n'est pas là encore, en fait. Ça n'a aucun sens qu'on soit pas là, t'es d'accord, là? Ben, ça a aucun, une carte de crédit. Ça n'a aucun sens qu'on soit pas, aucun sens qu'on soit pas à quelque part. En tout cas, je sais pas si c'est là qu'il faut être, mais ailleurs est-ce que que c'est là, la carte de crédit peut-être, mais de s'intégrer mais je pense que c'est dans les intentions avec le projet de tramway. On veut au moins intégrer la tarification des bus, des vélos, d'accès de vélo et tout ça, puis avec la Rive-Sud, ça fait. Faut que l'application est pas mauvaise. Que je fais de. Mais lâche pas. Que je fais du municipal. Non, mais harmoniser les tarifs, que tu puisses que ta carte ou ton droit de passage te permet d'aller à Lévis, région. Tu sais, c'est sûr qu'il faut aller vers ça. Maintenant, est-ce que c'est encore est-ce que c'est la carte de crédit, c'est une autre application? Je sais pas. Écoute, c'est peut-être la chose la plus. Il faut que ça soit facile. On est d'accord. La chose la plus clairement étonnante de ma part, là, mais je trouvais que l'idée, d'une certaine façon, mettons qu'on est en 2022, ce qu'on est, que l'environnement est majeur dans nos préoccupations, que les gaz à effet de serre, c'est devenu invivable, puis on sait très bien qu'il faut agir rapidement. Mettons qu'on veut faire changer les habitudes puis aider les gens à les changer. Je trouvais que l'idée de Éric Duhem de mettre un transport en commun gratuit, qui n'est jamais gratuit parce qu'on paye pour tout, est pas fou. Dans la même lignée de ce que je viens de dire tantôt. Tu veux prendre l'autobus, t'embarques, puis go. Ouais. Tu sais, regarde l'Université Laval, même si quand on l'a intégré à l'admission, ma blonde est là, puis elle dit, les gens le prennent, là. Je suis d'accord, mais moi, je pense que c'est quelque chose qui arrive après. Ça devient utile. Ça devient utile dans la mesure où il faut d'abord que tu aies le service qui soit pratique, qui passe quand tu en as besoin, bien, qui soit à l'heure. Qui soit à l'heure, qui soit fréquent, puis qui t'amène pas trop loin d'où tu veux aller. Ça commence par ça. Puis ensuite, là, on peut discuter comment on peut faciliter l'accès, mais ça commence par une ligne de transport. M. Duhem, il dit gratuité du transport en commun. Je veux bien, mais tu n'auras pas de chiffre avec ça. Si tu n'as pas de service meilleur qu'en ce moment... Ça peut pas être... Tu peux pas commencer par ça. Les gens vont pas courir vers les bus si la bus passe pas ou le tramway passe pas. M. Duhem était contre le tramway. Bon, c'était le seul parti qui était contre un mode de transport. Le seul qui était contre le tramway pendant la dernière campagne. Bon, c'est son choix, puis je respecte ça, mais tu n'auras pas de résultat, même si tu le rends gratuit, si tu n'as pas au départ un service. Mais moi, François, je suis encore bien plus cynique dans ma façon de voir ça. Et puis, j'ai rien contre la volonté puis la vraie détermination de ceux qui le font, mais je comprends pas qu'aujourd'hui, en 2022, avec les crédits qui sont accordés, avec l'avancement des pré-travaux depuis un an, qu'il y a encore des gens qui veulent que tout ça arrête, puis qu'on se batte, puis que Québec s'en montre à moi, puis tout ça, à un moment donné, il faut arrêter. Là. On sait que ça va se faire. Oui, à moins que tu me dises, non, ça se peut qu'on arrête tout. Honnêtement, là, moi, je pense que le train est en marche, là. Techniquement, oui, ça peut encore s'arrêter. Et si tu l'arrêtes, tu vas avoir beaucoup d'argent qui va avoir été Comment perdu, ça peut s'arrêter quand tu viens d'élire majoritairement un parti pour 4 ans? Qu'est-ce qui va se passer quand on va ouvrir les enveloppes de soumission? Puis ça va coûter plus cher, t'attends quoi, toi? Non, je sais pas, j'ai aucune idée, mais... Puis là, je ne veux pas ameuter personne. J'ai aucune information, j'en ai aucune idée. Mais d'un plan théorique, je me dis, si tu t'aperçois que c'est 10 milliards, es-tu encore là? Au lieu de, mettons, 4. Au lieu de 4. On est-tu encore là? Je ne sais pas. Mais les probabilités d'être à 10, ça se peut pas. Mais je pense que ça ne va pas arriver comme ça. Mais je garde juste une petite prudence à quelque part. Mais moi, autrement, je pense que le train est en marche. Et jamais... pendant la campagne, le gouvernement de M. Legault, qui a été réélu de façon claire, il n'avait jamais été aussi clair que pendant la campagne sur son appui au projet de tramway. Là-dessus, si on recule un an en arrière, ça aurait été invraisemblable que le gouvernement aille là. On sait à quel point il a chipoté sur... Mme Guilbeault avait été très, très, très méfiée. Ah oui, puis d'autres, même M. Julien. Avait envoyé le message. Là, l'ambiguïté tout le temps. Vous allez couper dans le projet. Ils ont forcé à couper dans le projet certains aspects du projet. Bon, ils ont repris en charge autrement, puis pour sauver un peu la face, ils vont les financer par d'autres enveloppes. Finalement, ils ont accepté, mais le message était ambigu. Et là, le message est devenu très clair. On y va, on appuie, puis ça va être notre projet. Alors, il reste au gouvernement à livrer
de prendre la facture, il va falloir qu'il livre aussi son morceau, parce que, oui, il y a le tramway, mais le tramway tout seul, son effet va être limité. Il faut ajouter, et ça a été promis, des corridors les express partout, sur les autoroutes, des voies sur les autoroutes, puis il va venir compléter dans les périphéries tous les flexibus et tout ça. Ça, c'est la ville qui va s'en occuper, mais la connexion avec Lévis, puis les voies réservées sur les autoroutes pour amener les express, ça, c'est le gouvernement. Et ça, on n'en a rien su. Et moi, je pense que ça joue dans le niveau d'acceptabilité limité du projet de tramway. C'est vrai qu'on ne l'explique pas bien. Les gens se demandent encore s'il n'y a rien pour moi là-dedans, c'est une ligne qui ne passe pas près de chez moi. Oui, mais si les autobus qui sont là, on va les redéployer sur d'autres réseaux, tu vas pouvoir rentrer plus vite en ville ou à l'université ou ailleurs. Ça n'a pas encore été bien montré ou décrit, et je pense que ça va jouer dans l'acceptabilité éventuellement. C'est sûr que s'ils décident de le faire comme faut, François, c'est important pour 2-3 raisons. La première, revenons à la base, je pense que ça fait 3 ans qu'on le dit, là, peut-être 4, puis on n'est pas les seuls à le dire, là, on n'a pas la pérennité là-dessus, mais la première chose qui va faire qu'on va prendre un transport en commun, on va changer de l'auto au transport en commun, c'est la rapidité, l'efficacité. C'est ça la vraie raison, à mon avis. Si tu es dans le trafic, pris dans le trafic, puis que les autobus passent dans l'accotement côté de toi tout le temps, sans arrêter puis sans être contraint, c'est un non, mais ça, en fait, ce que je veux dire, c'est un élément majeur de ta décision. Tu feras peut-être pas ça demain matin, mais à un moment donné, tu vas te tanner, puis là, tu vas dire, ouais, moi, mon stationnement coûte 150, que la compagnie subventionnait. Finalement, ils ont arrêté la subvention, 150 par mois. Plus ci, plus ça. Fait que, en tout cas, moi, je pense que cet aspect-là, la connexion avec les banlieues, c'est important. Puis l'autre élément, la plus grande préoccupation de ceux qui disent le tramway ne répond pas aux besoins fondamentaux, c'est qu'ils disent on est bien servi à Québec, on va être mieux servi à Québec, mais est-ce que les banlieues sont mieux servies avec le tramway? La réponse, c'est non. Avec le tramway. Avec le tramway, oui, si tu viens de l'Ouest. Oui, c'est vrai. Peut-être. Puis oui, si tu viens de... Mais Beauport, Charlebourg, Loretteville, tout ça, c'est zéro. Oui, si tu viens de Beauport jusqu'à Destimoville, parce que le tramway va se rendre là. Il commence à être dans les banlieues. Fait que pour ceux-là, oui. Pour les autres, c'est un peu par la bande. C'est par les autres services qu'on va déployer autour. Mais quand on va le dire, d'après moi, ça va aider à dire, OK, là, ça se peut. Puis effectivement, mais il y a toutes sortes d'outils aussi qu'on n'utilise pas. Si l'objectif, c'est vraiment d'augmenter la fréquentation du transport en commun, il y a un outil que tous nos politiciens, ou à peu près, à part Québec solidaire puis Jackie Smith à Québec, sont réticents, c'est la fiscalité. Si tu décidais, si tu annonçais demain matin, les stationnements au centre-ville vont être taxés de temps par mois, puis si tu prends le transport en commun, tu sauves cette dépense-là, en plus de sauver des frais de voiture peut-être, si pour rentrer en ville ou pour traverser le pont à l'heure de pointe, tu as une tarification, comme il y a dans des grandes villes. Les grandes villes européennes, il y en a qui ont ça. C'est ça, Londres et plein d'autres, en Suède aussi, donc des villes de gauche ou des pays de gauche, même parfois. Donc, tu as ces tarifications-là, nos politiciens ne veulent pas y aller. À Québec, on veut même pas, on est pour le développement durable, puis on veut avoir plus de sources de revenus pour la ville, mais on aurait le pouvoir de surtaxer l'essence de 3 cents le litre, et Montréal le fait, d'autres le font. Québec a choisi de ne pas le faire. Bon, alors, on n'utilise même pas ça, donc on est réticent à la tarification. Et rappelle-toi les 15 ans de discussion du ticket modérateur à l'hôpital, 5 piastres, pour éviter qu'il y ait de l'abus. C'est ça, on a parlé beaucoup, c'est arrivé combien de fois? 0, plus comme dans Wallet. Mais c'est mal perçu. Politiquement, c'est risqué, donc personne ne le fait. Même le maire Marchand, qui est résolument pour le développement durable, qui s'affiche comme ça, plus clairement que pouvait l'être M. Labaume, il va pas là. Alors, tu sais, il y a toutes sortes d'outils que si on voulait vraiment stimuler la fréquentation du transport en commun. Moi, je pense que le meilleur argument, ça reste la qualité de l'offre. L'offre, la qualité de l'offre de service, et que ça soit simple, c'est confortable. C'est sûr qu'il y a d'autres aspects au tramway. Bon, il y a l'aspect environnemental, on peut débattre, moins de gaz à effet de serre. Bon, mais à toi et matin, c'est pas ça qui te vient en tête. C'est pas ça qui te motive. Non. On voit même pour ceux qui sont favorables au tramway, les arguments d'environnement sont, en tout cas dans le tout dernier sondage, on voit que ça pèse un petit peu moins lourd dans leur appui au tramway. Donc, même si objectivement c'est vrai, c'est pas ça qui motive le plus les gens. L'autre aspect dont on parle jamais, parce que le bénéfice est peut-être moins palpable, évident. Pourtant, il est évident, mais c'est pas tout le monde encore là qui va en profiter. C'est partout dans le corridor du tramway, tu vas redessiner la ville. Je sais pas si tu as vu Bordeaux, ça, où tu refais façade à façade. Donc, tu vas embellir ta ville partout où le tramway passe. Tu vas avoir des nouvelles places publiques, nouveaux espaces publics. Oui, on va couper des arbres, mais on en plante plus et d'autres. Donc, tu vas redessiner la ville. C'est un bénéfice
À long terme, en tout cas? Tramways. C'est un bénéfice des tramways, à long terme. Bénéfice des tramways, mais c'est pas ça non plus, je pense, qui allume le plus les gens. Tu sais, les gens, ils carburent à quoi? À la peur de la circulation, il faut même et du trafic, de la congestion. Et ça, le tramway va pas éliminer la congestion. Hein. Mais non. On sait. Par contre, il va te donner une possibilité peut-être de passer plus vite. Je vais dire aux gens, si vous êtes découragés, dites-vous qu'il y a pire. Puis pas dans la pire ville du monde, la ville de Paris. Madame Hidalgo, elle s'est fait haïr pas pire quand elle a décidé que c'est le virage, là, un vrai de vrai, vers l'élimination de voies d'auto. Quand vous passez, entre autres, sur Rivoli, devant le musée du Louvre, tout le long pour se rendre à la place de la Concorde, il y avait 3 voies de chaque côté pour l'auto. Aujourd'hui, il y a une voie d'un côté, une voie de l'autre, 2 sur 6. Les 4 autres, c'est des vélos et des vélos. Et alors? Est-ce que ça a été... c'était pas une catastrophe. Est-ce que Paris cesse d'être une Non, ville intéressante? je pense que... Mais il y a aussi... Mais c'est un exemple frappant. C'est quand même une rue majeure. Le Louvre, on est d'accord. Mais t'as tellement raison pour ça, Gilles. Et puis, on peut multiplier les exemples dans le monde. New York. C'est la même chose. Il y a Times Square qui est à peu près le lieu le plus connu. Il y a moins de voies de circulation, moins d'espace auto qu'il y en avait avant. Et puis, j'entends pas que il y a New pas York moins de monde au ralenti ou qu'une ville est en difficulté économique. L'adaptation. Donnons-nous plus que 2 semaines pour s'adapter. Ouais. Mais un des exemples les plus spectaculaires, puis je le rappelle souvent dans mes textes, je l'ai fait encore récemment, je me souviens plus dans quel contexte. Un des exemples, moi, je trouve intéressant, c'est Séoul, en Corée. Il y a une autoroute qui traversait le centre-ville nord-sud, autoroute aérienne en partie, et qui était arrivée au bout de sa vie utile. Donc, il fallait faire des travaux qui allaient prendre au moins 3 ans pour remettre ça à niveau. Et là, le débat s'est engagé. Puis les gens qui sont mis à dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin de cette autoroute-là? Pourtant, je pense que c'est 170 000 véhicules par jour. C'est même McSween qui était leur représentant. En avez-vous besoin? Ouais. Non, mais le débat s'est allumé et le maire de Séoul a dit, OK. Et là, il a pris une décision immensément audacieuse, courageuse et visionnaire. On démantèle l'autoroute. Les pics. Merci, bonsoir. On démantèle l'autoroute, mais pas juste ça. On démantèle et ça va permettre de remettre au jour une rivière qui coulait là, puis qu'on avait enterrée ou enfouie pour permettre l'autoroute. Donc, on a fait jaillir une rivière, on a aménagé des promenades. Là, ça doit être pas mal plus beau, là, d'accord, là? Et puis, mais la crainte de circulation, non. La circulation, il y a une partie qui s'éparpille, qui va trouver d'autres chemins, finit par... On comprend qu'il doit y avoir un métro à Séoul aussi, là? Oui, pas mal, je ne me rappelle pas, je ne connais pas les détails de la ville. Mais une autre loi, ça vient rejoindre une loi fondamentale de la circulation qui est documentée par beaucoup de recherches scientifiques, c'est que si tu enlèves une voie, il y a beaucoup de gens qui vont choisir de ne pas se déplacer, de se déplacer à d'autres heures, dans d'autres axes, par d'autres moyens. Puis il y en a qui vont changer de chemin aussi, mais au total, si tu as moins de voies, tu vas avoir moins de circulation. Et inversement, si tu ajoutes des voies d'autoroute, elles finissent par se remplir parce que la voie est libre, on y va. Alors, mais quand c'est compliqué d'aller à quelque part parce que c'est jamais, il n'y a plus de route, ça, tu t'arranges pour pas y aller ou pas y aller à l'heure c'est congestionné ou y aller autrement, ou faire du télétravail ou faire d'autres choses. Donc, et ça va nous servir à Québec aussi parce que sur René Lévesque, juste à côté ici, la rue partagée, c'est ça qui va arriver. C'est une voie de chaque côté? Les tronçons où tu vas avoir moins de voies pour l'auto à certains endroits, là, dans le coin de Quartier, puis dans le coin du Collège Garnier. Il y a des gens qui ont craint ça va être la catastrophe. Non, mais non, moi je pense que les gens vont ou bien trouver un autre chemin ou trouver une autre façon de se déplacer. Ça va peut-être l'élément déclencheur pour dire OK, passe plus direct sur René Lévesque. Le tramway va y passer, par contre. Moi, c'est ça. Donc, c'est la loi. C'est une loi, ils appellent ça comme ça, la loi fondamentale de la circulation. T'ajoutes des voies, t'ajoutes du trafic, t'en enlèves des voies, t'enlèves du trafic. Et la perception aussi, comme tu dis, le changement, surtout dans du circonstanciel, comme prenons les travaux de 3 ans au tunnel Hippolyte Lafontaine, on en a parlé beaucoup à Montréal, mais on attendait une catastrophe. TVA était là avec les 9 hélicoptères, finalement. Il ne s'est pas passé grand-chose. Pourquoi? Les gens sont adaptés. Tu vas me dire, c'est temporaire, je le sais. Mais la catastrophe annoncée, qui, pour l'instant, n'est pas arrivée. Il y a des gens qui ont dit, on va faire autrement. Les bureaux ont dit, vous pouvez rester chez vous un peu. Vous pouvez passer, tu sais. Mais l'effet pervers de ça, c'est les premiers jours, tu t'es pas, OK, c'est pas la catastrophe annoncée, donc... Je vais y aller. Donc, je peux y aller. Fait que là, ce que tu avais sauvé, tu l'as... oui, c'est sûr. Tu finis on peut pas le prendre comme exemple permanent. Non, mais c'est un bel exemple. On a vécu le même sur le pont La Porte. Pareil. L'autre été.
Des travaux au mois de juin, bon, c'est ça, on a choisi la période Ça va être l'enfer. c'est moins congestionné. L'enfer, on l'avait annoncé comme ça. Et je pense que annoncer l'enfer, ça fait partie de la stratégie pour éviter que l'enfer arrive. Tu l'annonces, les gens disent que ça va être épouvantable, donc j'y vais pas, donc l'enfer arrive pas. Tu sais, ça fait partie, je pense, de la Dans la nature humaine, des... dans la nature humaine, ton médecin dit « J'ai trouvé de quoi, j'aime pas ça, on va faire un examen. » Tu penses à quoi? Tu te vois mort, là. Parce que ça doit être un cancer, c'est sûr, il veut pas me le dire, puis c'est plus ça. Finalement, on te met ça au pire, puis là, tu te rends compte, écoute, c'est pas si pire. Ouais, c'est ça. Mais dans ce cas-ci, je pense que humain. c'est le fait de mettre ça au pire qui fait en sorte que le pire n'arrive pas. Parce que tu as le pire... tellement peur d'être pris dans le trafic, tu dis, OK, je vais m'organiser autrement, mais ça montre la grande capacité d'adaptation des gens. Oui. Au-delà des discours, Oui. parce que souvent, le premier réflexe, c'est de... Comment tu disais ça tout à l'heure? Râler? Bon, Râler, oui. Bon. T'arrives-tu d'Europe? Oui, je suis allé en Europe cet été, puis ça râle en tabarouette. Des râleurs. OK, je veux changer de sujet, je reste dans le même, on reste dans la région de Québec. Je voulais avoir ta première réaction quand tu as su qu'il y a eu quand même des changements de ministère de monsieur, puis c'était de M. Legault. C'était la question, qu'est-ce qu'on va faire avec M. Drainville? On n'avait pas de doute qu'il serait ministre. Qu'est-ce qu'on fait avec Mme Guilbeault, qui est encore vice-première ministre? Donc, elle s'en va où? M. Bonnardel et Jonathan Julien. Donc, je voulais surtout parler de Mme Guilbeault parce que et M. Julien, qui a l'air d'être comme larron en foire avec le maire de Québec et qui a réitéré que le tramway c'était majeur, que c'était important, puis on y croyait, puis on soutient tout le monde. Fait que tu sais, c'est même, ça me semblait quasiment trop, pas trop, mais étonnant. En fait, quand tu dis réitérer, oui, il l'a dit, parce qu'il était sûr qu'on sentait il y avait à certains moments. Et là, effectivement, je pense que ça participe d'une volonté de... Il y en a pour qui ça serait trop dur. J'ai pas entendu Éric Kerr dire ça, parce que là, on sait qu'il était beaucoup, beaucoup contre. Là. Je l'ai pas entendu dire « le tramway, j'adore. » Pas encore. Non, c'est ça. Lui, c'est peut-être le plus... Ouais. Je sais pas si ça va venir. Peut-être, je sais pas, c'était peut-être une condition pour y redonner son ministère. Peut-être qu'on l'entendra un jour, je sais pas. Je veux pas partir de faux bruits là-dessus. Parlons de Mme Guilbeault, parce que je voulais juste te dire, est-ce qu'on a surestimé le côté rabat-joie, acrimonieux, irritable de Mme Guilbeault, parce qu'on l'a dépeinte comme étant une femme qui était très dure. Puis je sais pas si c'est vrai, mais je la connais pas assez, là. Ben, honnêtement, je la connais pas assez, moi non plus. Parfait. Ce que je sais, c'est que à un moment donné, dans son ministère aussi, il y a eu des critiques sur sa façon de mener les choses. Donc, ça n'avait rien à voir avec la Ville de Québec. Je pense qu'il y a une partie de ça qui tient à sa personnalité. Je pense qu'il y a une partie de ce qui a été perçu de Mme Guilbeault qui tient aussi à la position qui était ambiguë de son gouvernement. Puis c'est pas juste elle personnellement. Je pense qu'elle était aussi... Comme était un peu la porte-parole du caucus régional, ben, elle véhiculait aussi l'opinion des Éric Kerr et autres du caucus qui, eux, étaient pas favorables au projet. Fait que bref, avec M. Labaume, ça a fait des flamèches, on le sait. Puis je pense encore plus au moment du départ de M. Labaume et depuis, parce que M. Labaume se gêne pas pour la critiquer. Fait que... Je pense qu'avec Mme Guilbeault, c'était sans doute pas... Je suis certain qu'elle n'était pas aussi mauvaise que l'image qui a été lancée, mais tu sais, c'est pas juste le maire, là, c'est M. Villeneuve qui disait est-ce que c'est la pire ministre de la capitale qu'on a jamais eu? Bon, tu sais, c'est de la politique, on peut débattre là-dessus. Il y en a eu d'autres. Moi, je pense qu'il pourrait lui contester ce titre-là, mais si jamais elle le met, si jamais on veut faire ça, mais en même temps, François, si on regarde, il y a eu un tournant majeur dans le tramway, majeur, pas juste pour le financement. Quand le premier ministre a dit c'est assez, on y va, go. Là, j'ai senti que, et Julien et les autres, c'était voyeul.com en québécois, comprenez-vous? Depuis ce temps-là, ça a changé. Oui, c'est ce moment-là, on peut mettre une date dessus. C'était le printemps dernier. Quand il y avait ce débat, justement, dont on parlait il y a une seconde, sur les projets de rues réservées, de rues partagées, c'est-à-dire au centre entre autres, René Lévesque, tout ça. Puis là, il y a des gens qui disent ça va être épouvantable, le trafic. Le 3 pouces de haut, on va scraper nos chars, on ne peut plus traverser, il n'y a plus rien. Ça va jamais au pont aussi. Puis à un moment donné, tu t'aperçois que, ben non, de toute façon, René Lévesque, il se déverse sur Grande Allée. Fait que le trafic au pont, il va pas être différent d'avant. Tu sais, quand tu te mets à raisonner. Mais là-dessus, on sentait qu'il y avait une hésitation. Et M. Marchand a mené la bataille là-dessus, c'est la prérogative des villes, de décider de la façon dont on aménage notre territoire. Et ça a coïncidé avec un congrès de l'UMQ, le premier de M. Marchand. Et là, il y a eu, et je pense pas que lui-même l'avait mesuré, ça devait être inespéré. Un appui
unanime des maires de toutes les grandes villes du Québec. On sait qu'il y a eu un changement de garde aussi dans les grandes villes du Québec. Beaucoup de femmes, jeunes, plus préoccupées de développement durable. Puis ils ont emboîté le pas rapidement avec Vas-y, mon Bruno. Monsieur Marchand. Et là, je pense qu'il y a eu un moment où, OK, le gouvernement s'est aperçu, je peux pas me mettre toutes les villes à dos, je m'en vais en élection. Bref. Et là, je pense qu'on a senti que le gouvernement a dit, correct d'abord, faites-le. Et je pense que ça a coïncidé avec le moment où la réflexion a dû avancer au gouvernement de la CAQ. A dit, OK, là, on y va. Puis, Est-ce qu'on va espérer, ou est-ce qu'on va voir inévitablement le premier ministre se mêler du tramway, parce que c'est un gros dossier à Québec? Parce qu'il est capable. Il le fait pas constamment, M. Legault, mais il peut aller au-dessus de l'épaule de Mme Guilbeault et dire non, là-dessus, on y va, là, ou je sais pas. Ben là, peut-être pas publiquement, là, je sais pas. Non, mais moi, je pense il l'a fait publiquement. En tout cas, dans le cas du tramway, je pense que son intervention, M. Legault, a été déterminante pour dire c'est assez, on y va. Pour moi, c'est un point tournant. Je pense qu'il se mêlera pas des détails. C'est ce qu'il faisait, ou peut-être pas ouvertement, mais je pense qu'on se mêlera plus des détails. On va laisser la ville piloter son projet. On passe ça à gauche, à droite, et on le coupe-tu, cet arbre-là, ou on le coupe pas? Je pense qu'ils iront plus dans les détails. T'sais, son intervention va être de dire, moi je pense que le prochain moment déterminant, ça va être quand on va ouvrir les enveloppes de soumission. C'est quand ça? 2023? Ça va être dans le courant de 2023. Là, ça va se faire en 2 temps. Il y a d'abord le matériel roulant. On ne sait même pas encore s'il y a 1 ou 2 soumissionnaires pour le matériel roulant. On sait qu'il n'y en aura pas 15 en tout cas? C'est 1 ou 2. C'est pas compliqué. Et puis là, il y a ensuite, il y avait toute l'ingénierie. Ça, on peut espérer qu'il y ait 2 soumissionnaires, 2 consortiums. Là. Mais quand on va ouvrir les enveloppes, là, je pense que ça va prendre une intervention, un message clair du PM, dire OK, c'est plus cher, mais on y va. On garde le cap. Y a-tu le choix avec tout ce qu'il a fait à Montréal depuis 20 ans? Ben, moi, je pense que s'il est cohérent avec lui-même et avec le discours qu'il tient, là, ou qu'il a commencé à tenir plus clairement, moi, je pense qu'il va y aller pareil. Et je pense qu'il va y aller, mais encore là, moi, je le disais tout à l'heure, si on s'aperçoit que c'est 2 fois plus ou 2 fois et demi plus cher, est-ce qu'on y va encore? Je sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, je pense que son rôle va être décisif. Autrement, je pense qu'on va laisser la ville piloter son projet. Mais, tu sais, changement de garde à la ville comme ministre responsable de la capitale. Moi, je pense que d'amener M. Julien, qui n'est pas quelqu'un de confrontant, qui est quelqu'un qui est parlant. Connaît bien la ville. Connaît très bien la ville. Moi, je pense que ça peut juste aider les choses. On l'a vu au départ, ça se passe. Ça va-tu être un allié pour M. Marchand, en théorie? Ben, je pense que oui. En tout cas, ils ont convenu de se voir aux 2 semaines. Je pense de se parler aux 2 semaines, ce qui se faisait pas avec Mme Guilbeault. En tout cas, on dit ça à tous nos chums, on se voit pas. Non, c'est vrai. Des fois, on réussit pas toujours. Mais en tout cas, ils ont convenu là, d'essayer de travailler un peu plus en harmonie. Fait que ça, je pense que c'est une bonne chose. Mais il faut pas se tromper, hein. La ministre la plus pesante, puis j'ai bien dit la ministre la plus pesante de la région de Québec, ça reste Mme Guilbeault. Pour moi, il n'y a pas de doute non plus. Même si elle n'est plus responsable de la capitale, ni de la Rive-Sud, parce qu'elle était responsable de la Rive-Sud aussi, c'est M. Drainville. Par sa personnalité ou par ses transports? Parce qu'elle a à cause des transports. Puis il y a beaucoup d'argent là. Puis en lui confiant les transports, M. Legault, je pense qu'il envoie un message aussi. Parce que un ministre des Transports, c'est puissant dans un cabinet, parce que c'est toi qui subventionnes les projets dans les circonscription de tous tes députés. Tous les députés, fait qu'ils ont tout intérêt à être gentils, puis ils t'en doivent toute une. Et tout ça. Donc, un ministre des Transports, c'est pesant dans un gouvernement, plus qu'un ministre qui n'a pas d'argent à distribuer ou qui n'a pas de... Ouais, mais... à la sécurité publique, tu as beaucoup de pouvoir, tu as raison. Tu ne distribues pas les prisons ou les polices, ça n'a pas le même attrait, alors que au transport, c'est toi qui... Mais imagine-toi, Mme Guilbeault est de la région de Québec. Elle a été ministre responsable de la région de Québec. Maintenant, elle est ministre des Transports. Puis 2 des gros projets au Québec, c'est quand même le 3e lien qui n'est pas encore là, puis le tramway. Fait que c'est sous sa gouverne aussi. En plus de tout ça, puis c'est la vice-première ministre. Fait qu'on peut pas douter que le numéro 2 au gouvernement, c'est elle, plus que jamais. Ben, je pense que oui, là. En tout cas, on peut dire que Dubé est très fort. Ouais, je ne voudrais pas exclure monsieur. Mettons le top 5, M. Dubé est là. Oui. Mme Guilbeault est là. Oui. Après ça, on s'en va où? On s'en va avec Éric Girard, peut-être? Dans le top 5. Éric Girard, il y a une place pour une autre. Fitzgibbon serait pas mal là aussi. Puis probablement qu'il faudrait nommer Jolin Barrette aussi, qui emmène assez large. Et là, je trouve vraiment impressionnant, moi, personnellement. Ouais. Et puis, il fallait voir aussi
à Tout le monde en parle, il y a quelques semaines, Mme Guilbeault, assise à côté de Bernard Drinville. Ah oui. Tu dis, Mme Guilbeault, elle s'écrasait. C'est Drinville qui répondait aux questions. Le nouveau venu qui arrive à peine et à la CAQ et au gouvernement. Mais très à l'aise avec les médias, par exemple. Il faut lui donner ça. J'enlève pas de mérite, là. Non, c'est pas une tarte, là. Mais quelqu'un qui a une grande gueule, ça se peut-tu qui pèse plus lourd que quelqu'un qui est réservé ou discret? Oui. C'est pour ça que je dis, il y a un top 5, Par contre, 6, j'ai entendu Mme Guilbeault s'accrocher les bottines puis s'enfarger dans ce qu'elle dit. Elle est plus réservée, peut-être, mais je trouve qu'elle est très solide quand elle parle. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup moins flamboyante que M. Drinville. Moins chaleureuse, moins enflammée. Il y a tout ça. Chacun a sa personnalité, puis on la changera pas. Non. Mme Guilbeault est capable de s'exprimer clairement. C'est une fille qui arrive des coms. Elle s'est fait un nom en étant aux communications de la sécurité publique pendant le drame de Lac-Mégantic. C'est comme ça qu'on l'a connue, puis qu'on l'a découvert. Mais elle vient des coms, donc elle est capable de s'exprimer clairement, mais c'est pas la grande passion. Non, mais en même temps, si tu regardes, si on est honnête, quand on analysera plus tard, on peut pas faire l'histoire avant qu'elle se fasse, mais quand on regardera, quand on analysera, mettons, les 40 dernières années, les gros partis qui ont eu la majorité au pouvoir, puis qu'on regardera les meilleures équipes, objectivement, les ministres, les équipes, le top 5, une grosse équipe, il va falloir penser à M. Legault et ses équipes aussi, parce que, Bourassa a eu des bonnes années, M. Lévesque était entouré en 76, c'était très impressionnant. Le premier mandat de Lévesque, je pense que ça reste probablement l'espèce d'idéal que tu peux viser à atteindre. Mais M. Dubé, intellectuel, mais compétent, avec moi, j'ai parlé beaucoup avec des gens qui sont du milieu de la santé. Évidemment, tu peux pas, avec autant d'employés, autant de budget, puis autant de possibilités de se plaindre du système de la santé, c'est impossible de faire l'unanimité. Il y a beaucoup de gens du milieu qui disent, la meilleure idée qu'on a là, c'est un gestionnaire au lieu d'avoir un médecin. Parce qu'on a eu des médecins récemment la dernière fois, puis ça n'a pas marché plus. On a eu trop. Enfin, quelqu'un qui est là pour gérer, parce que c'est de la gestion, c'est tellement gros. On n'a pas idée. Moi, je regarde juste l'Enfant Jésus, puis je me dis, c'est donc bien gros. Puis là, le CHUM à Montréal, puis tout. Fait que ça, c'est 2 hôpitaux, tu vas me dire, mais quand tu rajoutes toutes les régions, tout ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de symbolique dans ce que tu dis, parce que oui, méga hôpitaux, alors qu'il y a de la recherche scientifique qui montrait avant que la décision se prenne pour l'autre. C'est peut-être pas ça la meilleure façon d'organiser des services de santé. C'est sûr que pour certains, que pour des médecins, ça permet de regrouper des équipements, des services, des facilités, mais c'est pas nécessairement le meilleur modèle pour tout le monde. On a choisi ça. Mais François, penses-tu pas que ça annonce... Tu sais, en fait, mettons que tu es à Sept-Îles puis tu as quelque chose de particulier à te faire opérer, ils vont dire faut aller à Québec. Faut aller à Montréal si t'es dans l'Ouest, faut aller à Québec. Fait que dans le fond, moi, je pense d'une façon je dis pas que c'est. Moi, je pense que la raison derrière des méga hôpitaux de même, c'est de dire on va centraliser les meilleurs médecins pour des spécialités, puis tous les gens ailleurs, il va falloir qu'ils s'en viennent là. Bon. Non, c'est sûr, tu regroupes des spécialistes. Tu peux pas avoir des hôpitaux spécialisés à Saint-Jean-Port-Joli, là. Tu peux pas. C'est ça. Mais tu sais, ça te fait un hôpital où tu as peut-être 1 kilomètre à marcher entre la porte d'entrée, si tu rentres par la mauvaise porte. Le tramway, peut-être? Une voie de tramway dans l'hôpital. On va prendre une autre ligne à l'intérieur de l'Enfant Jésus. Non, j'avoue que ça peut... Il faut qu'on parle parce qu'on a touché un peu de l'environnement et des changements climatiques. De ce que je comprends, même à la Ville de Québec, quand tu lis, d'ailleurs, c'est plus ton dada, je suis pas en train de dire que tu regardes pas la politique provinciale et fédérale, pas du tout, mais au municipal, quand tu lis quand tu vas sur le site de la Ville de Québec, l'environnement, partout, ça va guider les décisions. Au provincial, M. Legault, ils dit on va être le parti qui va marquer... en même temps, c'est un discours qui est mondial, surtout des pays industrialisés, parce qu'il y a d'autres pays qui n'ont même pas les moyens d'avoir le minimum, fait qu'ils pensent un peu moins à ça. On peut les comprendre. Mais donc, les actions municipales, gouvernementales, provinciales, fédérales, moi, je serais porté à dire, que tu disais, je te voyageais un petit peu cet été, je serais porté à dire, juste par des choses visuellement notables, quand je suis allé à Paris, j'étais avec mon fils cet été, un voyage qu'on s'était promis de faire, j'ai dit, on va s'arrêter un petit peu, on va être obligé de prendre une petite bière dans une brasserie française avec les chaises tournées vers la rue, que j'aime beaucoup. Et j'ai dit, si ça ne dérange pas pour les 15 prochaines minutes, on va noter ensemble les autobus qui passent. OK? Puis essaie de trouver un autobus qui est à l'essence. On n'a pas trouvé un autobus, en fait. Donc, c'est hybride ou électrique. L'ensemble, Paris, tu vas me dire, bon, c'est pas la seule ville comme ça. Mais moi, je me disais, Québec, Hydro-Québec, le Québec, que tu aies
même pas 5 des autobus scolaires qui sont électriques. Alors, c'est pas arrivé hier, l'électricité, là, dans la motorisation. Puis, même chose dans les autobus. Là, on commence à penser à des autobus 100 électriques pour le transport encore. Moi, je trouve qu'on est en retard. C'est ça que je veux dire. Je veux pas critiquer pour critiquer, mais quand je regarde ailleurs, je regarde à Amsterdam, c'est pareil. Tous les autobus sont électriques. Je me dis, non, nous autres, l'électricité, Christy, c'est pas du charbon, c'est pas du... Tu comprends ici? Je trouve qu'il y a un moment, puis là, je sais pas à qui je lançais la pierre. Je lance la pierre à personne. Je me dis juste pas... J'espérerais qu'on soit rendu plus loin. C'est vrai qu'on n'est pas, quand on se compare à beaucoup de villes européennes, on n'est pas en avance. C'est le contraire, on est en retard. Puis même, d'autres égards, tu te compares à Montréal, exemple. Des fois, à Québec, on n'aime pas ça, se comparer à Montréal, mais tu sais, il y a des fois, on aurait intérêt à le faire. Tu sais, Montréal est plus avancé que Québec en termes de mobilité durable. Ben oui. Beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus. On va dire le climat n'est pas le même, le relief n'est pas le même, il n'y a pas les mêmes côtés. Il n'y a pas la même population, mais... Mais c'est ça. Montréal est une des villes les plus avancées en Amérique du Nord en termes de ratio de gens qui se déplacent en transport en commun par rapport à l'auto. Je pense avec New York, puis je me demande là où c'est San Francisco. Mais c'est important que tu le soulignes parce qu'on voit moins ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, Montréal est beaucoup plus avancé, évidemment. Son métro, le REM éventuellement, des SRB qui s'en viennent. Puis dans les voies de vélo, tu sais, on a construit au centre-ville, ça a fait débat, à certains moments, ça continue. Mais tu sais, des voies de vélo utilitaires, ben oui. Mais c'est ça. Et on voit que Québec s'en va vers ça. Bon, le tramway, mais des voies de vélo utilitaires, pas juste des pistes cyclables récréatives. Donc, on a beaucoup de rattrapage à faire. Puis l'électrification des transports, c'est je pense que c'est un des grands projets aussi de M. Legault. Il faut lui donner ça. Ça veut dire qu'on retourne encore à Mme Guilbeault. C'est elle qui mène le ministère des Transports. Elle a 4 ans devant elle, presque 4 ans, pour faire un virage. Puis le virage ne peut pas se faire dans 30 ans. Là. Non. Puis là, il doit s'effectuer. Puis c'est ça. Puis il y a des prix à payer aussi. Tu sais, je pense qu'il faut faire des liens entre des choses aussi. On a fait le débat sur la qualité de l'air, le nickel, plus tôt cet été. Mais je pense que c'est un métal qui sert dans la fabrication des piles qui vont pour les autobus électriques. Fait que, tu sais, si on veut développer des transports plus électriques... Le lithium, c'est pas parfait, c'est ça qu'on dit. C'est ça, faut qu'on se donne les moyens de le faire, les outils technologiques et techniques de le faire. Alors, mais tu sais, il va falloir aussi que le discours suive, que les actions suivent le discours. Le discours. Tu sais, parce que le discours public, là, il est vert. Tout le monde veut être vert, tout le monde veut être un modèle vert. La Ville, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral. Le gouvernement du Québec a posé un geste, a déposé une politique d'aménagement et d'architecture au printemps qui a été saluée par tous les groupes vers, en guillemets, progressistes là, de la société québécoise. Ils avaient participé, ils ont été entendus en amont de cette politique-là. Et ce que ça donne, puis je ne veux pas la résumer ou la caricaturer trop, mais on veut lutter contre l'étalement urbain, notamment. Donc, développement plus durable, pas d'étalement urbain. Et là, la politique du gouvernement qui a été adoptée par le Conseil des ministres de la CAQ dit ça en ce moment. Maintenant, comment ça, c'est compatible avec un troisième lien qui va de la vie de tout le monde? Contribuer au développement, être utile à certains utilisateurs, OK, mais va contribuer, va accélérer, amplifier l'étalement urbain. Non, c'est pas cohérent à première vue. Pourtant, la politique est là. Et là-dessus, Mme Guilbeault, ça, j'avais fait un texte il y a quelques semaines là-dessus. J'avais appelé ça Guilbeault contre Guilbeault, quelque chose comme ça. Le matin même où elle a été nommée ministre des Transports et de la Mobilité durable, il y a Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement à Ottawa, qui sort publiquement pour dire le troisième lien, ça va, c'est incompatible avec le développement durable. Donc, on voit, il y a des contrepoids dans la société et le gouvernement, s'il veut trop s'éloigner de son discours, il va se le faire rappeler par des groupes, d'autres gouvernements, par la ville, par les villes. Alors, ça va être intéressant, ce débat-là. François, tantôt, tu as dit, faut garder, quand on va ouvrir les enveloppes, le tramway, si jamais c'est 10 milliards, qu'est-ce qu'on fait? On y va-tu pareil? Ça, c'est donc, tu te gardes, avant de dire c'est 100% sûr, c'est correct. Même le maire de Québec dit ça. Hein? Il est pour le tramway, mais... Il dit, il faut juste... Attendons. Bon, parfait. Il faut se permettre de rester raisonnable. Oui, mais en même temps, quand il dit attendons, il attend pas. Là, parce qu'il y en a des travaux de préparation. En tout cas, peu importe, c'est fait. Ça, moi, je le vois aller. Là. Mais mettons que je te pose la question sur l'hypothétique troisième lien. Est-ce que les prévisions sont plus basses pour toi? Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'avancé dans le troisième lien. Là. On en parle beaucoup, là, mais préparation, y a-tu tant de préparation que ça? Ils ont peut-être du carottage dans le fleuve qui a été fait pour le tunnel, peut-être? Oui, ça, on a fait des forages dans le fleuve. On l'a fait ça l'été dernier.
Mais c'est à noter, pendant la dernière campagne, là, personne n'a l'air de s'en être souvenu ou d'avoir accordé trop d'importance à ça. Mais je me souviens pas qu'on ait fait une première pelletée de terre officielle du côté de Lévis. Pourtant, M. Ecker a été réélu et est encore là. Il a son siège qui avait mis en jeu là-dessus. Bon. Des paroles. Des paroles, c'est ça. Ben, donc, c'est pas si avancé. On n'a pas vu d'études. Encore, les seules études dont on dispose, c'est celles qui étaient déjà connues avant. C'est les études d'origine-destination de la région de Québec. Ça suggère que le client naturel pour un troisième lien à l'endroit où on veut le mettre, il n'y en a pas tant que ça. C'est sûr que si on le construit, ben là, des gens vont venir s'installer aux deux bouts du tunnel. Puis éventuellement, il y aura plus de circulation. Mais au départ, c'est pas une nécessité pour tant de monde que ça. Est-ce qu'un tramway peut passer dans le tunnel, si on fait le tunnel? Peut passer. Ben oui. Ben, c'est-à-dire un tunnel qui serait conçu pour l'autoroute, je sais pas. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu comprends que là, sans couper la poire en deux, le fameux Québec-Lévis, oui, tu sais, avec l'autobus, c'est une chose, mais si tu avais un tramway qui s'avançait là, tu pourrais penser que éventuellement, Lévis pourrait avoir ses voies de tramway aussi liées à Québec. Là, on va plus loin, mais on sait que la plupart de ceux qui installent un tramway, rapidement, ont déjà des plans pour aller plus loin. Oui, c'est ça. Moi, je pense que s'il y a des difficultés physiques à faire passer le tramway vers Lévis, dans le scénario initial à Québec, on passait par le pont de Québec, mais le tablier est trop haut pour permettre, à moins de le faire passer en plein milieu des voies d'auto, puis de sacrifier toutes les voies d'auto, ça passait pas. Okay. Mais là, le tablier du pont de Québec, il faut le refaire d'ici quelques années. Je pense qu'il est prévu de le faire plus bas. Est-ce qu'on pourrait le faire assez bas pour que le tramway puisse passer dessus? C'est pas impossible, mais pour l'instant, c'est pas dans les plans. Un tramway qui passerait sous le fleuve, oui, on peut l'imaginer. Non, mais si on fait le tunnel, ça je dis, si on le fait, le tunnel, est-ce qu'on peut prévoir? Je sais pas. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. T'sais. Là, ce qui est prévu, là, la dernière version, ils appellent ça un bitube, donc c'est deux voies d'autoroute, donc 4 voies au total dans deux tubes. Bon. Si tu décidais, OK, on ne fait pas passer d'autoroute là-dedans, on va faire passer juste du transport en commun, ou juste un tramway, exemple, ou un train de banlieue, comme l'a proposé le PQ pendant notre campagne. Mais là, tu n'as plus besoin de 2 tubes. Un seul peut suffire, puis un tube beaucoup plus petit. Donc, tu viens de couper la facture en 2, sans compter les voies d'accès autoroutières et tout ça. Bon, évidemment, tu auras besoin de stations, tout ça. Est-ce que c'est une option qui est intéressante ou pas? C'est pas ça la promesse de la CAQ. Mais moi, ce que je notais dans la dernière campagne, c'est que 4 partis sur 5 souhaitaient un troisième lien sous une forme ou une autre. Évidemment, la CAQ, bon, c'est un tunnel autoroutier. Duhem, c'était un pont par l'île d'Orléans, ce qui est complètement débile, mais bon, je pense qu'il a fait juste pour se démarquer, mais ça n'a pas de bon sens. Tu avais le PQ qui proposait une ligne de train de banlieue entre Lévis puis Le Bourgneuf. Bon, c'est la première fois qu'on l'entendait exprimer sous cette forme-là, mais une autre ligne. Puis tu as le Parti libéral qui disait tramway vers la Rive-Sud, sans préciser tunnel ou par le pont. Bon. Il n'y a que Québec solidaire qui disait ramenons un SRB vers Lévis, mais par le pont de Québec, ce qui n'est pas, entre guillemets, l'idée qu'on se fait d'un troisième lien, mais il y a quand même 4 partis sur 5 qui proposaient une forme de troisième lien. Quelle est la meilleure façon? C'est sûr que si tu veux, si tu fais un troisième lien, juste transport en commun au centre-ville, moi, mon argument du client naturel reste le même. T'sais. Qui va vouloir faire un détour par... Si tu habites Saint-Romuald, vas-tu faire un détour par le centre-ville de Lévis pour prendre le métro pour aller à l'université? La réponse, c'est non. Non. Il y a les 3/4 des utilisateurs pour qui, au départ, c'est pas... ça paraît pas si intéressant, un tunnel. Mais mettons que tu fais un statement, pour parler en bon français, tu dis, je fais un lien de transport en commun fort en disant... je veux provoquer un changement d'habitude en améliorant de façon très forte l'offre de transport en commun. Bon, éventuellement, peut-être plus de gens qui vont venir s'installer tout près du tunnel, puis qui vont pouvoir y aller à pied, puis on va densifier aux 2 bouts du tunnel, puis tu sais, on peut imaginer des scénarios comme ça. Sauf qu'il y a tout le temps des bonnes idées à écouter le monde ou des idées qui auraient de l'allure. Puis tout le monde est spécialiste de transport, hein? Tout le monde. Ouais. Mais on ne pourra pas tout le temps tergiverser. Tout le monde sait comment il faudrait faire mieux. On ne pourra pas tout le temps tergiverser de même. Il va falloir que ça soit clair, en tout cas. Merci, François. On se reparle bientôt, M. Bourque. Avec plaisir. Journaliste au Journal Le Soleil et chroniqueur, évidemment, en ligne aussi. Salut, merci. Salut.